douleur, c'est un phénomène physiologique tout à fait utile qui permet de retirer le doigt quand on pose le doigt sur une plaque chaude. Donc la douleur est absolument nécessaire à la vie. Mais la meilleure douleur, c'est celle qui est la plus basse possible, la plus simple possible, donc j'essaierai d'être simple, et puis la plus courte possible, donc j'essaierai d'être bref. Néanmoins, on m'avait demandé un topo extrêmement compliqué, donc je ne l'ai pas voulu faire ce topo. Je préfère vous donner quelques petites notions sur l'épidémiologie, c'est-à-dire sur des chiffres de fréquence de la douleur, sur la clinique aussi qui me semble importante, et puis ensuite on finira un peu par le traitement quand même. L'épidémiologie, on a la chance d'avoir eu l'an dernier la publication d'une étude française qui s'appelle l'étude StopNet. On a interrogé 23 000 personnes tirées au sort, méthodologie Sofres, et on s'aperçoit, vous voyez sur cet histogramme, que 32% de la population française souffre de façon quotidienne depuis plus de 3 mois, et même 38% souffrent de façon quotidienne, mais retenez ce chiffre, un tiers de la population a des douleurs quotidiennes depuis plus de 3 mois. Ça c'est une évidence, vous le savez, mais la douleur augmente avec l'âge bien sûr, et elle prédomine un peu chez la femme par rapport à l'homme. Cette douleur n'est pas si anodine que ça, parce qu'elle est en moyenne chiffrée par les gens à 45 mm sur une échelle visuelle analogique de 0 mm, il n'y a pas de douleur, à 100 mm, la douleur maximale imaginable. Et quand on compile les patients, les gens qui ont des douleurs modérées et des douleurs sévères, on est quand même à 1 personne sur 5 en France. La douleur neuropathique, qui est un certain type de douleur sur lequel je vais revenir tout à l'heure, eh bien, correspond en fait à 1/5 des douleurs chroniques. Alors, au CEDR, le cercle d'études de la douleur en rhumatologie, que j'ai eu le plaisir de présider pendant quelques années avec beaucoup d'amis, on avait fait une étude sur les consultations en rhumatologie. 80% des gens qui consultent un rhumatologue viennent pour une douleur. Et 66% d'entre eux ont des douleurs chroniques non cancéreuses. Et vous voyez l'intensité, la douleur maximale est aux alentours de 60 sur 100, et la douleur minimale aux alentours de 20 sur 100, douleur des dernières 24 heures avant la consultation. Tous ces chiffres pour vous dire l'importance de la symptomatologie douloureuse, qui est une symptomatologie extrêmement complexe. Et quand on interroge, ne regardez pas cette diapositive extrêmement illisible, ne retenez qu'une seule chose. En haut à droite, vous voyez les états généraux de la douleur ont eu lieu en 2005. Et on a interrogé beaucoup de médecins, généralistes ou spécialistes, et les douleurs rhumatologiques arrivent en 3e position dans la difficulté. Les médecins ont des difficultés à prendre en charge les douleurs neurologiques, les douleurs cancéreuses et les douleurs rhumatologiques. Alors, quelques mots de clinique. On ne peut pas parler de la douleur, et l'exposé précédent du professeur Valla l'a très bien illustré, on ne peut pas parler de douleur sans parler des différentes composantes qui se cachent sous cette terminologie. Quand je dis « j'ai mal », j'exprime une douleur physique, c'est ce qu'on appelle la composante sensitivo-discriminative dans notre jargon, c'est la douleur physique. On exprime aussi notre souffrance morale qui va inéluctablement avec. L'aspect psychologique accompagnant une douleur est indissociable de la douleur elle-même, c'est la composante affectivo-émotionnelle. La composante comportementale, que M. Valla a bien expliqué, on a tendance plutôt à se replier, à se mettre au repos, alors qu'on devrait au contraire continuer l'activité, etc. Et puis la composante cognitive, c'est-à-dire ce qu'on intègre dans notre vie, cet événement douloureux est souvent un événement perturbateur dans notre vie tout entière. Sachez qu'actuellement, on a fait des progrès parce qu'on est capable de dissocier, d'une part, la douleur qu'on va dire, je suis désolé, je vais dire un mot un peu compliqué, mais nociceptive, c'est-à-dire une douleur qui est liée à la stimulation des récepteurs à la douleur. Par exemple, si je me pince, je stimule des récepteurs, je crée une douleur, c'est une douleur nociceptive. C'est la douleur des rhumatismes inflammatoires, c'est la douleur de l'arthrose, douleur mécanique, etc. Et puis à côté de ça, on a la douleur neuropathique. Il n'y a pas d'autre terme, je ne peux plus le traduire en termes clairs. Cette douleur neuropathique, c'est simplement une douleur qui est liée à un dysfonctionnement du système nerveux de la douleur. J'explique de temps en temps, c'est comme si on débranche la prise de l'ordinateur et que l'ordinateur continue à fonctionner alors qu'il devrait s'éteindre. Il n'y a plus de stimulation du système douleur, mais le système douleur crée lui-même la douleur. C'est la douleur neuropathique. Maintenant, j'en arrive au traitement, c'est ce qu'on m'avait demandé de traiter. Mais j'ai trouvé que c'était compliqué de rentrer dans les détails, les perspectives thérapeutiques, etc. Moi, je pense que le plus grand des progrès qu'on puisse faire et qu'on a fait, et qu'il faut encore faire progresser, c'est justement cette approche évaluative précise du phénomène douleur dans toutes ses dimensions.
Premièrement, est-ce une douleur nociceptive? Deuxièmement, est-ce une douleur neuropathique? Vous avez bien compris la différence entre les deux. Pourquoi faire cette différence? Car les traitements sont très différents. Et puisqu'il existe des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour les douleurs nociceptives, avec l'utilisation des antalgiques classiques que vous connaissez, que je vous montrerai, et puis recommandations de la Société française d'études et du traitement de la douleur, ou recommandations européennes de la douleur pour les douleurs neuropathiques. Et puis au-delà, il faut être capable d'avoir une évaluation globale de toutes les dimensions que j'ai exprimées tout à l'heure, car la dimension affectivo-émotionnelle est aussi importante que la dimension purement physique. La dimension comportementale, on l'a bien vu avec la lombalgie, est extrêmement importante aussi, et elle est souvent source de comportements négatifs, de catastrophisme, d'évitement de l'effort qui déconditionnent progressivement et font que la douleur est pérennisée, elle devient chronique et difficile à prendre en charge. Alors, on va rentrer quand même un petit peu dans le détail des traitements. Pour les douleurs neuropathiques, on a eu une chance en 2005 que cet auteur finlandais nous ait fait une analyse de tout ce qu'il y avait comme essai thérapeutique dans les douleurs neuropathiques. Et il a pris en compte les effets indésirables des médicaments, les effets positifs des médicaments, et il nous a proposé, en sachant que les médicaments qui ont été les plus utilisés dans ces douleurs neuropathiques sont les antidépresseurs et les antiépileptiques, il a proposé un algorithme thérapeutique, il a proposé un arbre décisionnel pour le traitement. Si la douleur neuropathique est très focalisée, à ce moment-là, la douleur comme par exemple une douleur, on n'en voit pas beaucoup en rhumato, mais je ne sais pas si c'est vrai, pardon, la douleur post-zoostérienne, eh bien, ou une douleur post-chirurgicale, par exemple, ça on en voit assez régulièrement, on peut utiliser de la lidocaïne, c'est-à-dire un anesthésique que l'on a maintenant disponible en patch spécifiquement dédié pour la douleur, donc en pansement occlusif. Si par contre on est dans une forme beaucoup plus diffuse, vous comprenez bien qu'on ne peut pas utiliser des pansements occlusifs, on utilise des médicaments. On utilise soit de la gabapentine et de la prégabaline qui sont des antiépileptiques, mais votre médecin vous expliquera qu'il vous donne ces antiépileptiques pour leur vertu antalgique, et non pas parce qu'on les utilise comme antiépileptiques par ailleurs. Et puis, il utilisera les antidépresseurs, préférentiellement les tricycliques, peu importe, mais les antidépresseurs qui eux aussi ont une vertu intrinsèque, une vertu propre, antalgique, différente de leur vertu sur le moral. Et puis on peut associer les antidépresseurs et les antiépileptiques si on en a besoin, et on peut recourir, et ça c'est un peu nouveau, notamment pour le corps médical, à des médicaments classiques comme des morphiniques. Alors la Société française d'études et du traitement de la douleur est en train d'éditer ces recommandations, elles seront bientôt validées par la Haute Autorité de la Santé et sur le site, donc je ne détaille pas, ça ne fait que reprendre ce qui a été dit par l'auteur précédent. Simplement, elles ont l'intérêt pour nous, c'est aussi de non seulement montrer ce qu'il faut faire comme attitude positive, mais je trouve que c'est utile aussi de dire ce qu'il ne faut pas faire parce qu'on sait que ce n'est pas efficace. Et par exemple, il y a deux choses qui risquent un peu de heurter, mais la kétamine, qui est un médicament qui est très utilisé dans les centres de la douleur, est clairement démontré, là, avec une preuve scientifique réelle, totalement inefficace dans les douleurs neuropathiques. Donc il faudra qu'on revoie un peu notre copie dans ce sens-là. Et le clonazépam, qui est très utilisé en rhumatologie, n'est pas forcément totalement inefficace, mais en tous les cas, il manque de preuves d'efficacité. Alors pour les douleurs nociceptives, je vais passer très vite, vous savez qu'on a très schématiquement ces différents paliers, c'est-à-dire en fait ces différents niveaux d'efficacité. Soit on utilise le premier palier, c'est essentiellement le paracétamol et les anti-inflammatoires, ou on utilise le dernier palier, qui est le palier le plus fort, c'est le palier de la morphine et de ses dérivés, donc qu'on appelle les opioïdes forts. Alors les deux grandes avancées, à mon avis, qui ont eu lieu ces derniers temps et qui vont se poursuivre, trois grandes avancées. La première, c'est qu'on a plus de médicaments qu'il y a quelques années dans cette catégorie-là. La deuxième, c'est qu'on a essayé de mieux faire comprendre, de mieux guider la prescription de ces médicaments-là. Mais malheureusement, l'effet boomerang arrive un peu de temps en temps et on voit encore des mésusages. Il faut être attentif à ces mésusages, mauvaise utilisation, dans de mauvaises indications pour les opioïdes forts. Et puis la troisième avancée qui là est en pleine progression, c'est les avancées galéniques, c'est-à-dire des avancées sur la forme dont on dispose pour donner le médicament. On a beaucoup plus de formes en patch, on va avoir les formes par voie nasale, des formes sous-cutanées, etc. Donc différentes formes autres que ce qu'on avait avant, comprimées ou voie intraveineuse.